Allez, c'est parti. Si vous vous intéressez au marketing, ou aux marques de manière générale, vous savez sans doute ce que c'est qu'un rebranding. Ce moment où une marque décide de changer de logo, de slogan, d'identité visuelle, voire même de nom, parce que l'identité de sa marque ne correspond plus à l'image qu'elle a envie de transmettre, ou n'est juste plus adaptée à l'environnement et au marché dans lequel elle évolue. Et il y a plein d'exemples qu'on peut citer, il y a plein de marques qui ont déjà fait cet exercice. Il y a des géants comme Apple, Nike, Starbucks, ou même Chanel, qui ont déjà fait un rebranding et qui ont déjà été amenés à changer de logo. Dans l'automobile, il y a BMW qui, début 2020, a révélé une nouvelle identité de marque et qui a notamment présenté un logo beaucoup plus épuré. Et dans la scène tech, on a par exemple Twitch qui a mené un rebranding complet fin 2019. Ils ont même été jusqu'à créer un site web où ils présentent leur nouvelle identité de marque et où ils expliquent quels sont les éléments qui les ont menés à faire ce choix et qu'est-ce qui explique leur nouvelle identité visuelle. Donc ils présentent ça avec un site web hyper complet. Et on a aussi en France Launcher, enfin en tout cas à l'époque ça s'appelait Launcher. Ils ont mené un rebranding vraiment poussé parce qu'ils ont été jusqu'à changer de nom pour adopter le nom de marque Swile. Donc le rebranding c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises peuvent être amenées à faire. Nous-mêmes chez Sortlist, c'est quelque chose qu'on a fait cette année en 2021. On a présenté un nouveau logo, des nouvelles couleurs, des nouveaux éléments de marque, un nouveau slogan, etc. Mais ça implique plein de questions. Des questions du style, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un rebranding? Quels sont les éléments qu'on va conserver et quels sont les éléments qu'on va faire évoluer? Comment est-ce qu'on va s'assurer de communiquer ce rebranding? Une fois que la nouvelle marque sera faite, comment est-ce qu'on va la communiquer? Comment est-ce qu'on va la présenter aux parties prenantes? Et surtout s'assurer qu'elle soit bien accueillie par ces dernières. Mais ça implique aussi de se poser des questions par rapport aux canaux d'acquisition. Par exemple, si une marque change de nom, comment est-ce qu'elle va faire avec son site web, avec son acquisition SEO, avec tous les backlinks qu'elle a pu construire avec le temps, etc., etc., etc. Donc un rebranding, ça pose beaucoup de questions. Et on peut aussi se demander, voilà, est-ce qu'on travaille avec des freelances, est-ce qu'on travaille avec une agence, comment est-ce qu'on fait pour choisir ses partenaires? Bref, c'est pas un choix anodin, le fait de faire évoluer une marque, en tout cas quand on est, enfin non, dans tous les cas en fait, c'est pas un choix anodin de faire évoluer une marque, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, chez Sortlist, on a un podcast qui est disponible sur Spotify et qui s'appelle Beyond Marketing, dans lequel on interviewe des responsables marketing sur plein de thématiques différentes. On a déjà fait plus d'une trentaine d'épisodes qui sont accessibles, vous pouvez y accéder dès maintenant. Et on a très récemment sorti un épisode sur le sujet du rebranding, avec Jonathan et Géraldine qui travaillent chez Ringtwice. Donc pour vous donner du contexte, en 2013, à la sortie de ses études, Jonathan décide de se lancer en entrepreneuriat et il cofonde une entreprise qui s'appelle Listminute. Donc c'était il y a un peu plus de 8 ans. Et ici, au début de l'année 2021, lui et son équipe se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs éléments qui pouvaient les amener à lancer un rebranding. Et c'est justement ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont présenté dans cet épisode du podcast. Donc dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi et comment ils ont décidé de faire un rebranding, comment ils ont fait pour choisir de travailler avec une agence et comment est-ce qu'ils ont fait pour la sélectionner, comment est-ce qu'ils ont fait pour créer un plan de communication pour présenter leur nouvelle marque, parce que là on parle d'un rebranding complet, avec nouveau logo, nouveau slogan, nouvelles couleurs, nouveaux noms, etc., etc. Et quelles sont les implications SEO qui sont liées à ce rebranding, puisque pour Ringtwice, le SEO est hyper important, c'est leur principal canal d'acquisition, et donc c'est un sujet qui est hyper important pour eux. Donc c'est ce qu'on présente dans cette vidéo, parce que pour la première fois, on a décidé de filmer l'enregistrement d'un podcast, et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, donc il y a de nouveaux enregistrements qui vont arriver très bientôt. Et donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Juste avant ça, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, parce que comme je viens de le dire, de nouvelles vidéos vont arriver très prochainement. Ok, on peut commencer. Bonjour Jonathan, bonjour Géraldine, bienvenue sur ce podcast. Je suis très content aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que c'est le premier podcast que je fais pour Sortlist en présentiel. Donc ça fait plus d'un an qu'on fait ce podcast, mais d'habitude on le faisait toujours en distanciel, pour les raisons qu'on connaît. Aujourd'hui ça s'est assoupli, donc on peut le faire en présentiel. Et la deuxième raison, c'est qu'on le filme, donc c'est le premier podcast filmé qu'on fait. Si jamais tout se passe bien, pour ceux qui nous écoutent, je mettrai le lien dans la description Spotify. Et si jamais il n'y a pas de lien, vous aurez compris qu'il y aurait eu un petit problème technique. Aujourd'hui, on va parler de Listminute et de votre rebranding, parce que vous avez changé de marque complètement ici récemment. Avant qu'on commence, je vais peut-être vous inviter à vous présenter. Que fait votre boîte? Je ne sais pas si je dois dire Listminute ou si je dois dire Ringtwice maintenant. Et quel est votre rôle, vous, au sein de l'équipe? Je pense qu'on peut dire Ringtwice à partir de maintenant. Moi, jusqu'à hier, du coup, j'étais la marketing manager chez Listminute, du coup, à partir d'aujourd'hui chez Ringtwice. Donc, je suis responsable de l'équipe marketing, branding et communication.
Et ben, moi, c'est Jonathan et un des cofondateurs de Ring Twice, anciennement 10 minutes du coup depuis ce matin, effectivement. Et en fait, c'était un projet d'étudiant à la base. On l'a développé dans le cadre de nos études à l'UCL avec un master en entrepreneuriat. Et l'idée, en fait, nous est venue des États-Unis. Il y a un projet qui s'appelait TaskRabbit qui permet en fait on les a un petit peu, on s'est inspiré du projet, on va dire. On a décidé de l'adapter à la culture belge dans un premier temps et européenne par la suite. Et en fait, l'idée, c'est de permettre à nos utilisateurs de trouver des talents, des gens qui sont passionnés à proximité de chez soi et qui ont envie de partager leur passion et donc de leur rendre service pour des petits services de la vie de tous les jours. Et donc, ça peut être tondre la pelouse, garder les chiens pendant les vacances, donner un cours de guitare, peu importe. Et on est convaincu qu'il y a plein de talents et de gens passionnés dans le coin et que le talent est fait pour se partager et donc qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Excellent. Et du coup, ça se passe dans tous les domaines, on peut parler de tous les domaines ou vous constatez qu'il y a certaines niches en particulier où il y a plus de volume, si je peux dire ça comme ça? Oui. On est actif. La plateforme a 10 catégories de services différentes qui sont chacune divisées encore en sous-catégories. Donc au final, on a plus de 100 catégories différentes qui vont électricien, comme John le disait, on a de la garde d'animaux, du babysitting, etc. Magicien, s'il faut. Magicien, ça peut se trouver, quoi. Pas Arlon, mais ça peut se trouver. Oui. Mais par contre, il y a certaines catégories où il y a plus de volume aussi. Par exemple, la catégorie bricolage, la catégorie jardinage, aussi une très grosse catégorie. Saisonnière aussi, mais une très grosse catégorie en été. La catégorie transport, donc tout ce qui est déménagement, enlèvement d'encombrants, sont des catégories qui fonctionnent très bien, l'aide ménagère aussi. Donc on a plusieurs, je dirais, grosses catégories. On a certaines catégories qui sont plus petites. Certaines, par exemple, tout ce qui est événements, ça n'a jamais été une de nos très grandes catégories, mais forcément, ces derniers mois, années en attendant, ça a encore réduit parce qu'il y a eu moins d'événements, donc moins besoin peut-être de DJ, de traiteurs, etc. Bien que, on en parlera peut-être plus tard, mais les traiteurs du coup ont pu aider d'autres façons via notre plateforme. Ok, excellent. Hyper intéressant de voir qu'il y a plusieurs secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Et aussi intéressant de voir que ça évolue en fonction du contexte, comme tu le mentionnes. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la nouvelle marque que vous avez développée. Première question que je voulais vous poser, c'était à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait changer de marque et qu'il était temps d'avoir un petit peu un renouveau sur votre boîte? Est-ce qu'il y avait des indicateurs ou des éléments en particulier qui vous ont peut-être mis la puce à l'oreille ou qui vous ont fait dire ok, il faut qu'on travaille notre brand maintenant? Je prends là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que ça fait déjà 8 ans et demi qu'on avait commencé à développer le projet. Donc c'est clair que c'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. On se dit en fait on a envie de changer. À la base, en fait, quand on a commencé à regarder, on voulait retravailler notre image de marque. Et donc on a commencé à regarder, on y viendra peut-être un peu après, mais à travailler avec des experts dans le domaine, etc. Mais notre pitch était, on cherche pas à changer de nom. Donc le nom, c'est en fait presque une petite partie de l'image de marque. Et en fait, ça fait, je dirais, quelques années maintenant, donc avant le Covid, que ce qu'on vend a évolué aussi. Et donc la vision des choses, alors on a une vision beaucoup plus long terme évidemment, mais concrètement, en fait, ce qui se passe sur la plateforme, c'est qu'au départ, quand on était étudiant, on n'avait pas fait toutes ces réflexions, on n'avait pas imaginé tout ce que ça pouvait amener. Aujourd'hui, on a 400 000 personnes inscrites sur la plateforme. Au début, on était dans notre genre étudiant, on se disait pas que ça pouvait arriver là. Et même si on a encore énormément de choses c'est encore que le début presque, mais et c'était parti de l'idée de tout le monde peut rendre service à tout le monde et donc se débarrasser de sa to-do list en 10 minutes. Ce qui donne une image un petit peu, je dirais, débarrasse-toi de tes corvées, il y aura bien quelqu'un pour le faire. Okay. Là où, depuis quelques années maintenant, on se focalise beaucoup plus sur des relations plus long terme. On a commencé il y a 5 ans avec nos prestataires de services à vraiment aller rencontrer, à créer une communauté de prestataires et donc se dire on veut travailler avec moins de prestataires mais plus qualitatifs
Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que j'ai 90% de l'expérience du client, elle passe par le prestataire de service. C'est évidemment, si on envoie un plombier alors que la personne cherche un babysitter, ça ne fonctionnera pas. Mais ce qui va rester dans la tête du client, c'est est-ce qu'il était sympa, est-ce qu'il était à l'heure, est-ce qu'il a bien fait son travail, est-ce qu'il n'a pas arnaqué, est-ce qu'il était souriant. Et tout ça, en fait, c'est ça qui crée l'expérience du client. Et donc, on a fait ce premier changement il y a 5 ans qu'on a commencé à les rencontrer. Et puis, je dirais, il y a 2 bonnes années là maintenant, il y a un peu la même réflexion avec les clients aussi, en se disant on ne veut pas être là pour juste du one shot et les gens qui perçoivent le plus la valeur de la plateforme, qui s'appelait Listminute à l'époque encore à ce moment-là, étaient déjà des gens qui l'utilisaient de manière récurrente et pour différents types de services, soit beaucoup de petits services ponctuels, soit des services récurrents. J'ai mentionné les aides ménagères, c'est aujourd'hui notre 3e plus grosse catégorie, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc, voilà, il y a des gens qui viennent et qui construisent une relation beaucoup plus long terme aussi. Et donc, on a même changé il y a 2 ans maintenant le business model, où on est passé d'un système de commission qui est très one-shot based à un système d'abonnement pour le client. Et donc, c'est en fait à partir de 7,50 € par mois aujourd'hui sur la plateforme, il a accès à l'ensemble des talents qui se trouvent dans son voisinage. Et donc, c'est vraiment cette philosophie-là qu'on voulait apporter. On l'a fait il y a 2 ans, changement de business model, c'était une première étape. Et puis, plus le temps passait, plus on se disait, en fait, il y a un décalage entre ce qu'on vend et notre vision long terme et l'image qu'on a, qui restait une image très ponctuelle et dire en dernière minute, j'ai pas d'autre solution, mais je vais demander sur Listminute, quoi. Et voilà, la réflexion est venue de là. Après, on a eu le Covid l'année passée, on pourra peut-être y revenir, mais il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant le Covid où je pense que c'est pas du tout à cause ou grâce au Covid qu'on a remis en question notre image de marque. Par contre, je suis convaincu que l'output qu'on a aujourd'hui a été impacté par l'année passée qu'on a vécue. Parce qu'on a vécu une année où on a eu des élans de solidarité, où l'humain a vraiment pris une place centrale dans toute notre stratégie, dans ce qu'on faisait au day-to-day, quoi. Ici, il y a 2 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est que c'est hyper intéressant de voir que, en fait, c'est un processus long terme qui s'est passé. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on décide, on change de marque, quoi. C'est comme tu le dis, il y a d'abord eu il y a 5 ans, le moment où vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mettre en place des relations long terme entre les prestataires et les clients qui venaient sur votre plateforme parce qu'ils avaient un besoin, et parce que vous vous êtes rendu compte que les gens revenaient régulièrement et que c'était important qu'ils aient une bonne expérience. Et il y a 2 ans de changement de business model. Et on arrive aujourd'hui où, je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec une agence pour votre rebranding, mais le moment où on se dit, OK, il y a vraiment un décalage entre l'expérience, la vision long terme et l'image de la boîte en tant que telle, qui était encore celle que vous avez construite il y a 8 ans, en fait. Donc, hyper intéressant de voir tout le processus. Et autre chose, effectivement, avec tout le contexte qu'on a vu, les gens avaient peut-être envie d'avoir plus de contact avec leur voisinage ou peut-être plus de contact humain. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, je pense, comme tu le disais, John, le Covid n'a pas changé. Enfin, c'est pas grâce au Covid qu'aujourd'hui on est Ringtwice, ou à cause, on ne sait jamais ce qu'on doit dire, mais je ne sais pas si ça a accéléré les choses, ou en tout cas ça nous a fait nous rendre compte de certaines choses, de ces élans de solidarité, du fait qu'en fait nos voisins, ça pouvait être bien plus que juste un voisin qui parfois tond la pelouse le dimanche ou peu importe. Parfois, en fait, il pourrait peut-être venir tondre chez moi parce que c'est quelque chose que moi je ne sais pas faire, ou je n'ai pas le temps de faire, ou peu importe. Or lui sait le faire, et je pense en effet ça a vraiment mis en lumière certaines choses qui font qu'aujourd'hui on a le branding, ou notre branding, le branding qu'on a développé est tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense que alors on dit toujours quand il y a une crise que le monde de demain sera différent. En pratique, les gens retombent assez vite dans leurs habitudes, donc on verra. Celle-ci, je suis assez convaincu qu'elle a vraiment touché les gens au plus profond d'eux-mêmes et que ça a touché tout le monde, plus qu'une crise financière qui touchait qu'une partie de la population, des choses comme ça par exemple. Et donc, si le monde de demain doit être différent, on est assez convaincu que ça se tournera vers plus de proximité, de solidarité, d'élan d'entraide entre les gens, etc. Ce qui est ce pourquoi on se bat depuis quelques années. Donc, c'est vraiment un élan qu'on a vu, nous, pendant l'année dernière. Et donc, en fait, on s'est dit, ça fait ressortir ce qui nous caractérisait en fait déjà, mais qui était peut-être potentiellement moins visible. Et voilà. Et donc, on s'est dit, en fait, voilà, il faut que l'image qu'on renvoie soit beaucoup plus cohérente avec ce qu'on a envie de faire et ce qui se passe dans les faits réels. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de professionnaliser, de rechanger la marque, lui donner un coup de nouveauté pour avoir l'air un peu plus pro ou pas du tout?
moi j'aurais tendance à dire oui, mais ça j'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on se dit qu'on doit le faire. Donc c'est pas quelque chose qui est récent où quand on commence, on se retrouve avec un stagiaire qui est fan de chats et donc pendant 3 mois tu as des chats sur toute ta page Facebook et puis voilà. Non, il y a un moment, voilà, il faut des guidelines claires et on sait dans quelle direction on va et voilà. Donc il y a ça. Après, je pense que là, tout le temps, on aura toujours à s'améliorer à ce niveau-là et voilà. Mais clairement, ça met des standards de qualité qui sont quand même beaucoup plus élevés parce que c'est aussi beaucoup plus clair. Et ça, dans le process, on y reviendra aussi probablement, mais dans le process, on a appris plein de choses sur nous-mêmes aussi, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pardon, vas-y, Jab. J'allais dire, je pense qu'à ce côté pro, il y avait aussi peut-être l'envie ou le besoin de redonner un petit coup de neuf, si je peux dire, à certains designs qui étaient assez, qui avaient un peu mal vieilli, non ? Oui, alors là, c'est sûr. Et j'allais juste dire une chose aussi, c'est je pense que nous, on l'a vu l'année dernière surtout aussi, mais qu'il y avait l'impact sur nos utilisateurs, qui était vraiment, ils recherchaient en fait aussi bien les prestataires que les clients, ce côté solidarité, entraide, etc. Mais on l'a aussi remarqué en interne, et ça c'est quelque chose qui est, je pense, très important, c'est que quand il y a eu le premier lockdown, nous on a perdu 80% de notre activité, mais il y a eu juste un énorme élan qui s'est mis même en interne de se dire mais en fait je prenais le téléphone, je faisais des mails et des jeux, enfin je dis jeux pour tout le monde dans la boîte parce qu'on avait lancé une plateforme de bénévoles et que ça drivait les gens aussi, quoi, de se dire on se rend utile dans cette période-là. Et voilà, ça nous caractérise nous aussi. On est très fort dans le partage d'expérience entre différents employés de différentes boîtes, dans l'apprentissage et chacun à apprendre de chacun. Et donc voilà, ça nous correspondait aussi bien à qui on était en interne et donc ce qui faisait d'autant plus de sens pour le véhiculer vers l'extérieur. Okay. Hyper intéressant. Et du coup, quand vous vous dites, ok, on s'y met, on commence officiellement ce rebranding, vous décidez de travailler avec une agence. Comment ça s'est passé ? Pourquoi travailler avec une agence ? Pourquoi pas avec un freelance ? Et comment est-ce que vous avez fait pour choisir cette agence ? Quels étaient les critères que vous avez utilisés pour la sélectionner ? Première chose, c'est que c'est très difficile parce que c'est un choix qui est extrêmement stratégique. Et donc le premier critère, et ça on l'avait dit toujours dès le départ, c'était le fit humain. Parce que de nouveau, vu qui on est et la structure de notre boîte, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Et donc on voulait trouver une boîte qui était, avec qui on avait un clic au niveau humain. On a regardé au niveau de l'expérience qu'il y avait dans les domaines similaires parce que je pense que faire le branding de Coca-Cola ou de Ring Twice n'est pas la même expérience. Et donc tout ce qui était plutôt, déjà tout ça est des marketplaces, on parle à deux types d'utilisateurs complètement différents en tant que client et prestataire de service. Ça joue clairement un rôle. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? On en avait pas mal des critères. Oui, je pense qu'il y avait... on est actif sur le marché belge, donc on voulait s'assurer déjà que les deux côtés, enfin le côté bilingue, je dirais francophone, néerlandophone, puisse être assuré, qu'on puisse avoir un branding qui sort dans les deux langues, enfin une identité verbale qui soit affirmée dans les deux langues en tout cas. Qu'est-ce qui a joué d'autre ? Oui, non. Non, j'allais dire, il y a, d'office dans les critères qu'on mettait quand on a rencontré les différentes boîtes, il y a d'office la question du budget aussi, même si là, honnêtement, j'ai l'impression que, on passait pas du simple au x10 non plus entre les différentes boîtes, enfin, quoique parfois il y avait des grosses différences, mais quand il y en avait une qui était vraiment très peu chère, on disait plus qu'il y avait une problème de compréhension de la problématique. Donc voilà, globalement, c'était assez cohérent entre les différentes agences. Après, je pense... Mais voilà, le montant du projet, après, en fait, il faut pas négliger les ressources en interne qui représentent en fait un budget au moins aussi important et puis faire parler de la plateforme après. Donc voilà, c'est un tout et donc là, on n'avait pas dire ok, pour 2% de différence, on va plutôt choisir celle-là. Non, c'était vraiment le fit qui était le plus important. Tu as mentionné le fait de communiquer dessus après, c'était pas vous travaillez aussi avec la même agence pour promouvoir votre nouvelle marque ou c'est quelque chose de différent ? C'est différent ? Ok. On fait majoritairement interne, en interne, mais en se faisant accompagner plutôt de freelance spécialisé, qui a une expérience un petit peu dans différents domaines de la com et donc qui peut nous donner, mais plutôt pour être sûr qu'on ait fixé les bonnes lignes directrices et qu'on puisse dérouler derrière. Le freelance apporte vraiment le côté niche et très sniper dont vous pouvez avoir besoin en fait. Ouais. Okay. Oui, je pense qu'il y a ça. Puis, comme je disais, c'est une personne ici dans ce cas-ci qui a différentes compétences, mais au sein d'une niche et qui du coup a ce côté un peu polyvalent qui pouvait nous apporter
là où je pense pour le branding, c'était vraiment des compétences aussi vachement différentes. Je pense que si on avait travaillé avec un ou une freelance, il faut déjà être vachement complet pour être super bon en copywriting, en image de marque, enfin pouvoir vraiment redéfinir tout un branding, c'est je pense quelque chose d'encore plus complet, quoi. C'est un gros projet, quoi. Le gérer tout seul, c'est chaud pour pas dire impossible, en fait. Avec le recul, je pense que j'aurais tendance à dire que c'est impossible, en fait. Il y a tellement d'effets, c'est ce qu'on disait au tout début du podcast ici, il y a tellement de choses différentes et c'est beaucoup plus complet que le nom. Le nom, c'est la partie qui va nous toucher le plus, nous, personnellement, et probablement certains de nos utilisateurs actuels, mais pas les futurs. Mais en fait, il y a le nom, le logo et les visuels utilisés sur la plateforme. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais après, il y a tout le reste. C'est la manière dont on va communiquer avec nos utilisateurs, le tone of voice, c'est la manière dont on va répondre au téléphone, notre support client, la manière dont on va faire nos ads en marketing. Enfin, le tout doit être cohérent et ça, c'est pas une personne qui peut le faire. Et d'ailleurs, dans l'agence, ils étaient plusieurs à pouvoir bosser sur le projet et les top designers sont peut-être pas les meilleurs en copywriting ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment utiliser une agence permet d'avoir un petit peu cet éventail plus large. Et alors là, je te rejoins complètement sur le côté un indépendant expert, le côté un peu sniper, c'est ok, là ici, on a besoin d'un angle spécifique et du coup, on fait appel à un indépendant, quoi. Ce qui est très chaud aussi, c'est d'avoir la cohérence entre, par exemple, tout le côté visuel et tout le côté copywriting. Il faut que ce soit cohérent et que ça fasse sens entre la façon dont vous vous exprimez et la façon dont le côté visuel de la marque. Donc même au sein de l'agence, ils doivent réussir à communiquer les uns avec les autres pour construire quelque chose de logique. Ouais. C'est un très très gros chantier. Et pareil chez nous en interne, du coup, après il fallait tout être aligné. C'est ça, et tu dois créer tes guidelines aussi. Parce qu'une fois que tu as un visuel, comment est-ce que tu utilises ce visuel quand tu vas faire un post sur LinkedIn ou faire un e-book ou quoi que ce soit? Ouais. Nous, on le vit aussi chez Surflist pour le moment, puisqu'on a aussi fait un nouveau branding et on est en train de faire toutes nos guidelines et c'est chaud. Et ça, c'est aussi, je pense que ça dépend de la taille de la boîte. Après, je pense pas qu'il faut aller lancer un gros projet de rebranding quand tu as une boîte de 2 personnes. Enfin, c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, de toute façon, le nombre d'employés ne veut pas dire grand-chose finalement, mais nous, par exemple, on est 27 aujourd'hui. Ne fût-ce qu'en termes de documentation, c'est important parce que quand on est à 3 dans une chambre d'étudiants, tu dis un truc, tout le monde est au courant de tout et donc, on est sûr que tout le monde est aligné. Par contre, quand il y a le téléworking, quand tu as une équipe où je suis plus au courant de tout ce qui se passe partout et c'est le cas de tout le monde, c'est important d'être bien documenté pour se dire ok, quand je vais faire un post LinkedIn, quand je vais faire un truc, quels sont les guidelines que je dois utiliser pour être sûr que on se retrouve pas 3 mois avec des chats et puis 3 mois avec des canaris, quoi. Exactement. Du coup, vous choisissez votre agence, fit humain plus important. Juste peut-être pour revenir là-dessus, fit humain, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'il y a c'est quelque chose que tu peux décrire ou juste c'est une intuition? Tu te dis tiens, je m'entends vraiment bien avec cette agence-là et je sens que ça va le faire avec celle-ci. Ou est-ce qu'il y a moyen de le décrire et de l'expliquer objectivement, si je peux dire? J'ai pas l'impression, moi j'aurais du mal à l'expliquer vraiment objectivement. Après, j'ai l'impression qu'on a une personnalité dans notre équipe déjà chez Ringtwice Ringtwice, j'ai réussi à le dire. C'est encore dur de chez Ringtwice en général et même dans notre recrutement d'employés, etc. C'est un fit qu'on recherche à chaque fois. Et du coup, j'ai un peu l'impression que pour certaines choses, ça a été cette même recherche où on avait besoin de sentir que ces personnes matchaient avec nous. Après, clairement, il y avait aussi d'autres critères, comme dans le recrutement d'un ou d'un employé. Il y a d'autres critères que uniquement le fit humain, même si ça prend une place assez importante chez nous. Mais peut-être que toi, tu sauras mieux le décrire. Moi, j'arrive pas à dire quels étaient vraiment les critères qui pourraient dire, sur lesquels on se serait basé pour dire c'est eux et pas quelqu'un d'autre. Non, je pense le fit, c'est de facto quelque chose qui est subjectif. Après, tu l'as très bien décrit, je crois qu'il y a une question de culture d'entreprise. On a une culture qui, je pense, est unique et je pense que chaque boîte a une culture qui est assez unique. Et donc, il faut voir un peu comment ça fit. Moi, j'ai un exemple concret, mais qui va peut-être paraître complètement aberrant, mais justement, quand on a fait les premiers calls avec les agences, eux nous ont fait, après le premier call, eux nous ont envoyé une vidéo. Alors,
une vidéo de plusieurs membres de l'équipe en disant voilà, ça c'est comme ça que j'utiliserai List Minute chez moi, parce qu'à l'époque c'était encore List Minute. Et donc il y en avait un qui était avec son chien sur son canapé en train de dire je ferai appel pour. Il y en a un où il y avait des câbles électriques qui pendaient, etc. Et donc ils ont tous fait ça. Et le jour même, je crois que c'est Jay qui nous demandait de faire une vidéo parce que c'était en plein Covid, donc pour un nouvel employé qui allait arriver dans la boîte. Et on était tous là, mais on va avoir l'air bêtes, pour le dire gentiment, sur cette vidéo, s'il te plaît, Jay. Et puis, et quand on les a revus, l'agence avec qui on a bossé, ils nous ont dit j'espère que vous avez bien aimé parce que sinon mon équipe va me tuer parce qu'ils se disent mais arrête, on va avoir l'air bête. Et c'était vraiment au jour même. Après, je pense qu'ils font ça avec une autre boîte. Peut-être une autre boîte va dire mais c'est qui ceux-là quoi. Voilà, mais nous, il y a eu ce fit. C'était genre, voilà, c'est un truc où on n'a pas senti qu'on allait être un numéro parce qu'on a bossé avec on a avancé dans le process avec des beaucoup plus grosses structures aussi et qui ont des beaux noms et des trucs et voilà, mais on se dit, ok, on est sûr que ça va être beau. Ça, c'est sûr et ça va être propre, ça va être bien foutu, etc. Mais on a moins le sentiment que ça allait nous ressembler. Alors qu'avec eux, on s'est dit, ok, ils comprennent qui on est et on partage un peu ces valeurs. Et donc, le résultat nous ressemblera et c'est ça qui était le plus important aussi. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils vous ont fait une offre, mais hyper personnalisée pour le coup. Ils ont vraiment pris le temps de comprendre ce que vous faisiez et puis là, ils sont chauffés à faire une vidéo, vous l'envoyez et tout. C'est hyper intéressant. Pour eux qui font pas une vidéo comme ça pour chacun. Parce que oui, sinon, ils font, ça va être chaud. Mais... Oui, voilà, typiquement, ils pourraient en porter quelques-uns, mais je crois que à la limite, au moins, ça les forcerait ou ça les encouragerait à travailler avec des gens qui leur ressemblent aussi. Et le fit avec eux, c'est super passé. Enfin, franchement, on est ravis. Trop bien. Hyper intéressant de voir comment ça s'est produit. Et donc, vous les choisissez. Et du coup, c'est quoi la suite? Comment est-ce que ça se passe? Premier rendez-vous? Comment est-ce que vous communiquez votre besoin à l'agence? Voilà, comment est-ce que ça se passe concrètement pour travailler sur ce projet? Alors là, on est sur un process de plusieurs mois. Mais on avait décidé, nous, en interne, de travailler avec une team on était 10, je pense. Non. Pas autant? Bon, 7, une team restreinte. 7 personnes. De personnes pour pas être tous les 27 dans un projet où on pensait que du coup, déjà pour s'aligner tous les 7, je te raconte pas, mais alors en plus, il y en avait été 27. Et du coup, je pense que notre besoin en tant que tel, on l'avait pas mal décrit au moment de demander des offres, etc. Donc, on a eu plusieurs workshops. Le premier, c'était vraiment encore pour comprendre, chaque personne de cette team a pu vraiment dire comment il voyait évoluer List Minute, quelles étaient ses idées les plus folles, ce qu'on pouvait faire de plus fou avec List Minute ou de plus créatif ou bêtement ce qu'il avait envie de faire avec List Minute s'il avait tout le temps, l'argent et les ressources du monde. Et je pense que via toutes ces idées, via ce qui est ressorti de ces workshops-là, ça leur a permis d'un petit peu définir, cadrer, je dirais déjà, le processus de branding. Et puis il y a eu différents encore workshops pour aller voir quelle est notre vision long terme, où est-ce qu'on va être plus focus sur l'humain, focus sur le service, est-ce qu'on a vraiment une vision ou une mission super long terme, est-ce qu'on veut vraiment régler des choses à plus court terme. Donc il y a eu plusieurs réflexions par rapport à ça qui petit à petit, au fur et à mesure des workshops, et qu'on s'alignait de plus en plus parce qu'il y a eu besoin plusieurs fois, c'était vraiment à chaque fois un exercice individuel où chacun disait vraiment ce qu'il voyait ou quelle était la tagline ou la phrase qui pour lui ou elle représentait List Minute ou permettait de la décrire en une phrase. Ça partait dans tous les sens. Du coup, voilà, ils nous ont vraiment petit à petit cadré pour petit à petit arriver à quelque chose qui était notre histoire de marque ou notre image de marque à la base, dont ensuite a découlé un gros choix de est-ce que vous voulez changer de nom ou pas, est-ce que le nom List Minute permet d'atteindre cette image, cette image de marque qu'on a définie. Est-ce que du coup on est prêt à le changer, oui ou non? On est rentré dans un processus de changement de nom, donc là de nouveau différents workshops pour savoir quels critères étaient importants, pour savoir en attendant l'image de marque ils l'avaient bien cerné, ils ont fait vraiment tous les workshops avec nous, mais donc différents processus de brainstorming, de proposition de nom, etc. de leur côté. Après il y a toute l'identité visuelle, d'abord verbale,
qui a été définie une fois que tout ça a été fixé. Et puis en dernier, l'identité visuelle. Donc ça a vraiment été... C'est énorme. Oui, plusieurs workshops. C'était un énorme projet et moi ce que j'ai trouvé super intéressant c'est comme Jay vient de le dire, au début on n'était pas alignés en fait. Enfin, globalement il y avait personne qui n'était pas d'accord avec quelqu'un, donc oui ce que tu dis est vrai. Maintenant on n'a peut-être pas la même vision plus long terme. Il y a des gens qui sont un peu plus terre à terre, il y a des gens qui sont un peu plus olé olé. Voilà, olé olé si on veut. Et donc en fait ça nous a permis de nous poser les bonnes questions entre nous et typiquement moi je trouve que ça a apporté énormément de valeur. Donc on était 7, ce qui est quand même beaucoup. Je pense que c'est beaucoup d'impliquer autant de personnes sur un rebranding, mais je pense que ça valait vraiment la peine parce qu'il y a aussi des personnes qui avaient peut-être moins de choses à dire directement, mais où en fait la valeur que ça leur apportait à eux, c'est pas spécialement ce que eux allaient apporter comme valeur dans les décisions parce que voilà ils go with the flow quoi entre guillemets, mais que ça leur apportait énormément de valeur pour comprendre tout le processus qu'il y avait eu pour la raison pour laquelle on allait aller là-bas à la fin quoi. Et d'ailleurs quand on a dévoilé le nom à la team, on voulait pas juste dire, enfin il y en a plein qui disaient c'est quoi le nom et on n'avait pas encore finalisé l'histoire, enfin on voulait avoir quelque chose de plus concret parce que juste un nom comme ça, il m'aurait dit le nom après une semaine de réunion, j'aurais dit non, c'est pas ça. Et en fait, il y a tout un processus qui va avec et qui était vraiment, vraiment intéressant et où chaque fois ça nous a forcé à prendre le recul et se dire en fait, ouais, les gars, c'est où on veut aller et chose qu'on n'a pas pris le temps de faire dans le day-to-day habituellement. Et ça valait vraiment, vraiment la peine. Mais je trouve même, mis à part un exercice de rebranding comme ça complet qu'on a fait, cet alignement qu'on a eu au début, c'était super intéressant de juste se rendre compte. C'est pas qu'on part dans des directions différentes parce qu'au final, c'est la même plateforme et comme John disait, on n'était pas d'accord avec quelqu'un d'autre, mais c'était super intéressant, je trouve, cet exercice où on s'aligne tous et en fait, même de se rendre compte juste qu'en bossant dans la même direction, on pouvait quand même petit à petit être en train de s'éloigner tous et partir chacun dans sa direction. Ouais, donc c'était vraiment intéressant après X années de un peu rediscuter. Voilà. Ouais, et c'est hyper intéressant de voir que chacun a un peu sa propre interprétation et s'approprie la marque dans son travail. Et puis au final, quand tu mets tout le monde dans la même pièce et vous posez les bonnes questions, tu te rends compte que vous n'êtes pas forcément au même endroit en fait. Ouais. Non, et je pense que c'est ce qui peut aussi parfois justifier, par exemple, qu'un design n'est pas toujours complètement en accord avec de la com qui est faite, ou une identité verbale ou d'autres des ads sur Facebook, sur Google, peu importe. Ça permet ici vraiment de réaligner tout le monde et de se dire ok, on repart tous dans la même direction, on a le même background et donc c'était pour ça que John disait aussi, nous quand on l'a dit à la team, c'était toute l'histoire, c'était pas juste voilà le résultat, on pouvait pas faire tout l'exercice de rebranding à 30 ou à 27, mais on voulait vraiment les avoir dans le cheminement aussi parce que je pense que c'est ça qui permet de maintenant avoir une com, un site, une app, une com, de la com et du marketing qui soit cohérent, et du marketing et tout le reste. Du coup, pour rebondir là-dessus, vous étiez à 7 pour travailler sur ce rebranding et ce que tu as dit était très intéressant, que c'était parce qu'ils devaient comprendre tout le processus de recréation de marque pour que derrière ça puisse leur servir dans leur travail, si j'ai bien compris l'idée. Du coup, comment est-ce que vous avez sélectionné cette personne? Comment est-ce que vous avez fait pour construire cette task force, si je puis dire, et sélectionner parmi vos 27 membres qui allait travailler sur ce projet-là? Ça a aussi fait l'objet d'un peu de discussion, mais en fait, un petit peu, mais pas tellement que ça. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, mais les 3 fondateurs se sont retrouvés dedans parce qu'après 8 ans et demi, il y a un attachement et que je pense que n'importe lequel des 3 a raison ou a tort, je ne sais pas, mais on viendrait lui expliquer une autre histoire et où il n'a pas eu son mot à dire, ça aurait été peut-être un peu plus dur. Donc, et les 3 tenaient vraiment à ce projet. Après, c'était surtout les personnes qui allaient être le plus impliquées dans leur day-to-day, qui allaient être le plus impliquées dans
dans leur job après le rebranding, mais aussi qui allaient pouvoir apporter plus de valeur ajoutée. Donc il y avait typiquement, Jay était impliqué en tant que responsable de l'équipe marketing, il y a la personne qui gère notre com, il y a la personne qui gère le contenu, parce qu'effectivement, comme on dit, dans le branding, la manière de parler à tes utilisateurs, ça joue un rôle important, donc tout ce qui est copywriting. Et puis il y avait notre designer, le designer c'est… je pense que vraiment le visuel doit matcher avec l'histoire qu'il y a derrière et que typiquement c'est le genre de profil où c'est nécessaire de bien comprendre le pourquoi et le comment pour se dire après en fait ça a du sens ce que je fais quoi. Okay. Et je pense que c'est la même chose même pour en copywriting ou quoi que ce soit, mais ça donne une direction qui est plus claire et donc finalement ça a été… Et je pense qu'après pour la partie identité verbale il avait vraiment une énorme valeur ajoutée par rapport là où par exemple pour tout ce qui est identité, j'ai dit verbale, visuelle. Pour tout ce qui est identité verbale, non, là je parlais verbal. Ah ok, cette fois-ci ça visuel. Pour toute l'identité verbale, notre responsable contenu, c'était hyper important qu'elle suive. Et elle avait vraiment une plus grande valeur ajoutée. Pour la partie visuelle, c'était notre designer qui là avait plus cet œil justement parce que il en a designé des pages du site et il en a redesigné en attendant un sacré tas aussi. Mais du coup, je pense que chacun à certains moments avait peut-être plus de valeur ajoutée ou était là plus dans un rôle, j'ai pas envie de dire passif parce que c'était pas passif, mais ils absorbaient quoi. C'était plus absorber eux et etc. Le processus et tout. Et est-ce qu'il y avait dans ces 7 personnes quelqu'un qui vous donnait de l'input par rapport à la perception client et comment est-ce que vos clients allaient percevoir ce changement de marque? Par exemple, je pense à un sales, ou je ne sais pas si vous avez des sales ou un customer success qui pourrait vous dire ouais mais là on va pas vraiment dans la bonne direction parce que de mon expérience avec les clients, quand je les ai au téléphone par exemple, ça correspond pas forcément à ce qu'ils vivent ou comment ils nous perçoivent. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui avait cet apport? Il n'y avait pas quelqu'un dont le rôle actuel est de le faire, mais par exemple, on l'a tous fait entre guillemets du customer support et Christophe qui est un de mes associés, lui il s'occupait de toute la partie customer support à la base. Maintenant c'est lui qui gère, qui regarde un petit peu avec Géraldine et Elisabeth qui gère l'équipe opérationnelle. Donc lui a un très bon overview là-dessus et on a encore des contacts assez très fréquents avec nos utilisateurs, plus avec les prestataires qu'avec les clients parce qu'on est très proches, on fait des événements, on est tous là, etc. Mais on prenait d'office ce point de vue en compte, mais il n'y avait pas une personne qui a ce rôle-là dans la boîte qui était impliquée dedans. Mais c'est plutôt nous qui faisions les porte-paroles de nos utilisateurs. Par contre, au tout début du process, il y a quand même eu des interviews avec l'équipe support, vraiment pour avoir des infos plus concrètes par rapport à nos utilisateurs, que ce soit clients, prestataires, demandeurs de services ou prestataires. Donc ils ont vraiment été approfondir avec eux. Et là, nous, on n'était même pas là. C'était vraiment uniquement l'agence avec notre équipe. C'est eux qui l'ont demandé. Oui. C'est l'agence qui a demandé. Ouais. Donc ils ont dit pour pouvoir faire une image de marque, il faut qu'on comprenne qui vous êtes. Ça, ok, on le voit au fur et à mesure. Et il faut comprendre qui sont vos utilisateurs et ce que vous faites. Et donc… Ok, donc ils l'ont demandé. Et ça ne vous posait pas du tout de problème? Vous avez tout de suite accepté? Ok. Trop bien. Et du coup, ce que je voulais demander, c'était comment est-ce que vous avez fait pour valider le nouveau branding? Mais ce dont je me rends compte, c'est que c'est vraiment un processus. Et en fait, ça se passe plus étape par étape. Ok, ça c'est validé, on passe à l'étape suivante. Et c'est vraiment un effet entonnoir. Et tu arrives progressivement en fait à la nouvelle marque. C'est pas un truc que tu valides d'un coup, que tu valides tout le processus. Non, et en fait je dirais pour 2 raisons. La première, c'est que c'est impossible que l'agence commence à nous faire 4 brandings différents et nous présente 4 brandings en allant en profondeur. Non, c'est justement effectivement il faut faire cet entonnoir pour pouvoir se focaliser au fur et à mesure. Et deuxième raison, et ça c'est en lien avec ce que Géraldine disait tantôt, c'est en fait à force de s'aligner, de prendre un peu de recul, de s'aligner, après, alors ça va paraître très bateau ce que je vais dire là maintenant, mais en pratique on le voyait vraiment, c'est qu'après avoir pris ce temps et de pouvoir bien s'aligner, en fait tout semble quand même beaucoup plus logique après. Et donc au départ, il y avait beaucoup de discussions, et puis après on s'est mis d'accord sur quels sont les bons critères qu'on doit prendre en compte pour le choix du nom, etc. Et donc après quand il y a les choix,
évidemment, il y a toujours des discussions parce qu'il y a un côté un petit peu émotionnel. Ouais, ce nom-là, je n'aime pas. Mais ça paraît quand même beaucoup plus logique. Et donc, il y a eu de moins en moins de, je ne vais pas dire conflits, mais de désaccords au fur et à mesure du process parce que tout semblait de plus en plus smooth. Oui, c'est ça. Ok, ça semblait de plus en plus logique en fait. Donc j'imagine que sur le nom, il n'y a pas trop eu de discussion. Ou quand même beaucoup? C'est par après. Sur le nom, alors il y a d'abord ils ont fait les premières propositions de nom qu'on a refusées. Et donc on a dit ok, il faut repasser dans le process parce que voilà, ça manque. Il y avait ce côté en interne et finalement ce qu'ils se sont dit quand on a dit ok, non, on n'est pas convaincu, ben, c'est dire ok, on va refaire un exercice pour bien se mettre d'accord sur les critères quoi. Et donc on a eu une discussion pour être sûr qu'on était bien tous alignés. Et puis ils ont fait une deuxième proposition. Et puis là il y a un top 3, mais le top 3 il est ressorti quand même vachement simplement, enfin facilement. Et puis il y a analyse légale il y en a un qui a sauté à cause de ça, il en restait 2. T'as le nom de domaine aussi, j'imagine? Non, ça c'était dans les critères de choix. Quoi. Parce que alors nous, le référencement SEO, c'est le plus important, c'est notre premier canal d'acquisition. Donc c'est déjà un gros choix stratégique de changer de nom. Donc ça c'est… gros risque. Oui, gros risque. Et donc voilà, il fallait des noms qu'on ait accès, qu'on ait droit, qu'on ait les noms de domaine locaux et donc pas le .com. Mais c'était plus important pour nous d'avoir le .be, .fr, .de, etc. Et puis après bon, il y a plein d'autres critères qu'on a dû lister et ça c'était le rôle de l'agent, je pense, c'était de me dire je peux pas mettre sur une échelle de 0 à 10 partout quoi. C'est plutôt tu as 100 points, où est-ce que tu les répartis sur ces différents trucs parce qu'on peut pas avoir tout. On peut pas avoir un nom facile à dire de 3 lettres en .com et .be et tout et que tout le monde retient et qui n'est pas encore pris quoi. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Tu as mentionné le SEO, c'est intéressant. La majorité des gens qui viennent sur votre site, ils ne vous trouvaient pas avec les 6 minutes, ils vous trouvent avec d'autres requêtes, j'imagine. Ouais. Sinon, vous n'auriez jamais fait le choix de changer le nom. Oui, tout à fait. Non. Mais par contre, on a quand même toute une partie de recherche brandée, donc via les mots-clés, liste minutes aussi. Ouais, okay. Donc, et ça, vous voyez ça comment pour la suite du coup ça a été aussi, donc là ça fait plus de 2 mois même qu'on travaille sur cette migration SEO parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre tout ce trafic, que ce soit les mots-clés plombier Bruxelles, etc. ou liste minutes. Donc on a préparé toute une migration pour essayer d'optimiser, de rediriger le trafic des mots-clés liste minutes entre autres petit à petit. Là, de toute façon, le SEO, c'est un truc qui doit prendre petit à petit. Donc, pour le moment, tout se passe bien. C'est frais de ce matin, donc et voilà, il y a aussi du marketing payant qui peut aider en attendant que notre site rank de nouveau dans les résultats SEO. On peut un petit peu aider, je dirais, via du marketing payant pour quand même être présent quand quelqu'un taperait Ring Twice maintenant. Par contre, tous ceux qui tapent liste minutes, j'ai fait le test, sont meilleurs dirigés vers notre site. Donc ça, il y a plusieurs petites choses à faire. Enfin, petites choses. Je dis ça comme ça maintenant que c'est fait, mais oui, il y a des redirections qui se font. Il y a c'est dans les titres des pages. Enfin, même d'un point de vue UX, donc pour l'expérience de nos utilisateurs, on met partout que c'est anciennement liste minute parce que sinon ils s'y perdent aussi pour des personnes qui arrivent sur notre nouveau site. J'allais dire, je pense qu'on a aussi la chance, entre guillemets, que Christophe adore le SEO, Jay a fait beaucoup de SEO avec lui aussi. Puis maintenant, on a une personne qui est focalisée, qui fait du temps plein du SEO. Mais typiquement, on a repris un sniper aussi pour nous accompagner, qui avait de l'expérience dans une migration en SEO parce que c'est technique et puis c'est stratégique, quoi. Je veux dire, quand tu as 60% de ton acquisition qui vient d'un canal, si tu fais le choix de le changer, il ne faut pas se planter. Donc je pense que ça, c'est un truc… on a un site avec un certain volume, avec une certaine aussi notoriété pour Google, tu as l'autorité, tu as tous les backlinks que tu as construits pendant des années, etc. Voilà, c'est des choix. On s'est dit, OK, la balance, elle est positive pour le changement de nom quand même. Mais le SEO, c'était probablement le plus gros risque qu'il y avait et pour lequel on a voulu mettre tous les efforts pour bien le faire. On le dira dans quelques jours si on est toujours satisfait, mais pour l'instant, ça se passe. Et c'est un nouveau site web que vous avez fait from scratch, avec nouveau nom de domaine, nouveau et tout, ou vous avez juste modifié le nom de domaine de votre site web que vous avez déjà? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ou alors est-ce que vous avez conservé l'ancien site en redirigeant tout le trafic vers le nouveau site? Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
Oui, donc l'ancien site n'a pas été du jour au lendemain supprimé parce qu'il y a encore des personnes qui ont des URL même enregistrées ou peu importe. Donc ils ont redirigé vers le site Ring Twice qui reprend toutes les pages, à quelques exceptions près. Enfin, un petit cleaning aussi des pages inutiles quand même. Mais... Ouais. Et du coup, le trafic est redirigé vers ce nouveau site. Ne me demande pas l'aspect technico-technique. Je ne suis pas développeur. Moi non plus. Je suis pas sûre. Mais oui, c'est du trafic qui est redirigé sur nos nouvelles URL. Okay. Excellent. Et le dernier aspect que je voulais aborder, c'est comment est-ce que vous allez communiquer ce nouveau branding? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que les gens comprennent que c'est une nouvelle marque, qu'ils l'acceptent, qu'ils l'intègrent aussi? Est-ce qu'il y a une campagne de communication? Comment est-ce que vous prévoyez ça dans les prochains mois pour que ce soit bien intégré? Parce qu'il y a pas mal de marques qui font un changement de nom et qui, après plusieurs mois, il y a encore les gens qui l'appellent par leur ancien nom, quoi. Je pense à October en France qui permet de faire des prêts à des PME et tu as encore beaucoup de journalistes qui les appellent par leur ancien nom. Comment est-ce que vous prévoyez de faire en sorte que ce soit bien compris et bien intégré, que c'est Ring Twice maintenant? Déjà, on va commencer par l'intégrer nous-mêmes. Non, mais je pense que, comme tu le dis, c'est vraiment un travail de plusieurs mois. Donc là, clairement, on a une campagne de com, de marketing qui est prévue sur plusieurs mois pour... Je pense du branding, déjà, c'est dans de la répétition aussi. C'est pas du jour au lendemain. On fait déjà pas facilement switch nous-mêmes, mais juste parce que ce sont des habitudes qu'on a prises, d'appeler ça, d'appeler cette magnifique plateforme les minutes. Du coup, ce changement, je pense que ça prend d'office du temps. Maintenant, on a prévu une campagne sur plusieurs mois, et c'est d'autant plus pratique dans une plus petite structure. Je pense qu'on est assez agile par rapport à ça. Et c'est constamment du monitoring aussi. C'est hyper important de voir si nos utilisateurs comprennent. S'ils ne comprennent pas, c'est peut-être qu'on ne communique pas de la bonne façon. De tout le temps s'adapter en fonction des signaux qu'on reçoit aussi en retour. Donc, voir comment nos posts performent, voir tous les commentaires. On a plein de retours déjà maintenant sur... des vidéos qu'on a faites pour expliquer pourquoi on a fait ce changement, sur nos premiers posts de com, nos premiers comment est-ce qu'on dit ça, banners, etc. sur la plateforme qui indique qu'il y a le changement. Donc tout ça, c'est vraiment de l'info qu'on prend pour ensuite se dire ok, c'est compris, c'est pas compris, c'est apprécié ou pas. Après, il y a tout un système aussi de... clairement, là, dans cette semaine, je vais encore aller voir vraiment tous les résultats de la plateforme, voir tout ce qu'on a. On a quelques OKR, key results qui ont été fixés par rapport à ça aussi, pour aller vraiment monitorer, je dirais, le succès de notre rebranding. Donc ça, on a prévu par rapport au changement d'identité verbale, par rapport au changement produits, donc vraiment tout ce qui est app et site web. Il y en a qui sont prévus par rapport au coverage press, par rapport à... on va faire un user survey pour voir ce que nos utilisateurs pensent et qui nous disent vraiment ce qu'ils pensent de ce nouveau branding, pour essayer de comprendre, comme je disais, s'ils l'ont compris, etc. Donc, il y a un plan com qui a été fixé à plusieurs mois, semaines, mais tout en restant vraiment variable, dans le sens où je pense que les messages qu'on veut faire passer sont définis, mais qu'il faudra peaufiner. On n'a pas un post qui est programmé dans Facebook et paf, qui sera launché, parce que... Ouais. Et je pense vraiment que le côté long terme est important, parce que typiquement, je ne sais pas ça fait combien de temps que October a changé de nom, etc. Mais c'est possible qu'il y ait toujours des gens qui nous appellent les minutes dans quelques mois. Je n'espère pas, mais c'est possible. Parce que, Jay vient de le dire, mais ça c'est un élément qui est pour moi super important, ça se joue dans la répétition. Il ne faut pas croire qu'en envoyant une newsletter à 100% de tes users, 100% de tes users sont au courant. Non, déjà. Voilà, parce que il faut déjà qu'ils aient reçu le mail, qu'ils l'ouvrent, qu'ils cliquent, qu'ils lisent et puis qu'ils le percutent, etc. Là, tu as déjà perdu 70% de tes... et encore, je suis gentil. Donc il y a vraiment cet aspect répétition qui est vraiment important. Pour l'aspect de nous l'intégrer en interne, c'est quand même quelque chose qu'on a commencé avec l'équipe il y a quelques semaines, je dirais, voire mois maintenant. On a essayé petit à petit de faire
faire des jeux pour découvrir, de commencer à avoir des goodies. Et puis, il y avait toutes des choses pour que chacun puisse un peu commencer à transpirer la marque soi-même. Après, ça n'a pas empêché ce matin, Phil de décrocher le téléphone et faire Phil de 10 minutes bonjour. Après, voilà, pénitence, mais il va falloir, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Mais je pense que cet aspect répétition est important et de ne pas se dire parce que j'ai communiqué une fois avec ces gens-là, ils sont au courant. Ça, c'est énorme. Non, et on a commencé aussi plutôt avec une partie de nos utilisateurs qui sont nos prestataires ambassadeurs, donc vraiment les prestataires les plus habitués, les plus engagés sur la plateforme. Et on a voulu vraiment les prendre plutôt pour qu'eux nous aident par la suite à véhiculer ce branding aussi. Donc je pense que ça va se jouer dans vraiment différents éléments que nous on répète, qu'ils voient notre nouveau branding sur les réseaux sociaux, qu'ils le voient via d'autres ads, qu'ils le voient dans la presse, qu'ils l'entendent, ou qu'ils le ressentent même via nos prestataires, via notre service client quand ils l'ont au téléphone. Et je pense que c'est vraiment tous ces éléments qui s'additionnent qui vont faire que, j'espère, on ne sait jamais, mais qu'au final le branding soit compris, accepté, retenu. Le marteler sur plusieurs canaux au long terme. Ouais, et d'ailleurs, c'est un élément que je n'ai pas pensé, mais que Jay vient de mentionner là maintenant. Je pense qu'il faut réfléchir à tous les canaux possibles. Et parfois des canaux qui ne sont peut-être pas ceux qu'on aurait utilisés de manière générale, mais elle vient de mentionner nos prestataires. Finalement, c'est un des meilleurs véhicules de notre marque parce que c'est eux qui vont être en contact avec les clients. Et si eux continuent à dire 10 minutes pendant 3 mois, ça veut dire que ça continue à avoir une tache d'huile qui se répand toujours auprès de 10 minutes. Alors que si eux l'emmagasinent vraiment directement, dire c'est Ringtwice, là maintenant nos ambassadeurs vont pouvoir aller distribuer les flyers. Ils en ont demandé beaucoup plus qu'on l'imaginait. On leur proposait entre 25 et 50, je crois, et il y en a qui ont demandé 1000. Enfin, ils ont envie là-bas parce que ils ont été intégrés dans la réflexion, dans la discussion aussi, et donc dans le process de aussi, on compte sur vous pour véhiculer cette image-là. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que notre changement de marque, List Minute était très orienté client, dire débarrasse-toi un peu de tes corvées en 1 minute. Là où Ringtwice, ça représente en fait cette première interaction qu'il y a entre un client et un prestataire. On voulait sortir de l'idée on est là pour résoudre des problèmes, mais plutôt pour rapprocher les gens. Et donc c'est quand tu sonnes à la porte, c'est comme ça qu'il y a la première interaction quand le prestataire arrive chez toi. Et donc c'est vraiment on les met nos deux types d'utilisateurs, prestataires et clients, vraiment au même niveau. On est là pour créer des liens entre eux. Et donc, ce qui met aussi les prestataires, ils ont des talents. J'ai fait appel à un plombier, un électricien pour des rénovations chez moi. Incapable de faire le quart du tiers, de la moitié de ce qu'il fait. Et j'allais le samedi avec lui, je trouve ça génial. Et moi, ça m'intéresse énormément parce que je trouve vraiment que c'est génial de pouvoir faire des choses comme ça que je suis incapable de faire. Et j'espère pouvoir faire des choses que lui, il n'est pas capable de faire. Et qu'on peut, Et donc voilà, c'est un peu cette idée-là. On se dit en fait, on a chacun à apprendre les uns des autres. Et donc, je pense qu'intégrer nos prestataires là-dedans, ça avait aussi beaucoup de sens parce que finalement, c'est aussi pour eux les valoriser, quoi. C'est ça. Eux ont aussi un énorme rôle à jouer dans la perception de la marque. Comme tu le disais au tout début, c'est l'expérience qu'ils vont proposer aux clients qui fera en sorte que le client reviendra sur Ringtwice. Attention. Mais ouais, donc c'est vos meilleurs ambassadeurs en fait. Donc autant travailler avec eux main dans la main. Et d'ailleurs, vous faites beaucoup d'événements avec eux, il me semble. Vous avez limite une communauté de prestataires. Ouais. Je sais pas à quel point c'est. On a refait le premier la semaine passée, le premier en présentiel. Donc comme tu dis ici pour le podcast là maintenant, c'est le premier en présentiel. Nous on a pu en refaire un premier en présentiel la semaine passée. C'était génial. À chaque fois qu'on sort d'un événement comme ça, moi je me dis j'ai envie d'en refaire un demain parce que tu discutes avec eux, tu apprends le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'ils font ces services, les rencontres qu'ils font, est-ce qu'ils aiment bien, est-ce qu'ils aiment un peu moins bien. T'apprends plein de choses et puis tu vois l'impact en fait, tu comprends pourquoi tu fais ça. On le sait parce qu'on le fait régulièrement, mais je dirais, ça t'apporte toujours des trucs en plus. Trop bien. J'adorerais pouvoir creuser ce sujet-là, mais on arrive déjà à la fin. Il est déjà 17h. Avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a un sujet par rapport à votre rebranding qu'on n'a pas forcément abordé, que vous vouliez présenter, ou est-ce qu'on a fait un tour global du sujet ? Là, comme ça, j'ai l'impression que c'était assez complet, globalement. Le pourquoi du... Non, j'ai l'impression qu'on a abordé les questions principales. Après, on pourra faire le point dans 6 mois, si tu veux, pour dire après, est-ce qu'en fait on avait raison dans toutes ces choses-là. Est-ce qu'on s'appelle toujours List Minute? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va tout changer? Non, mais globalement,
là maintenant, on vient de le sortir ce matin, hein, donc voilà. Il y a toujours des petites choses à peaufiner, etc. Mais avec le recul, globalement, franchement, c'est rare de dire ça, mais il n'y a pas beaucoup de choses que je ferais différemment, quoi. Donc, mais on va voir qu'on prendra encore plus de recul. Il y a certainement beaucoup de choses à apprendre et qu'on adaptera, mais je pense que, en tout cas, tout le monde dans l'équipe est maintenant vraiment, est convaincu par cette marque et par cette image de marque et que de nouveau, l'image de marque c'est bien plus large que juste le nom et donc qu'il faut intégrer tous ces aspects-là. Comme vous l'expliquez, hein, l'aspect visuel et le nom, c'est à la toute fin, quoi. C'est à la toute fin du processus. Ouais. C'était limite le dernier élément. Les dernières semaines, plusieurs mois de rebranding, enfin du projet de développement d'un nouveau branding. Et alors, je pense que tu avais mentionné, je pense que je n'ai pas répondu exactement, mais pour dire, quand on a commencé à travailler avec l'agence en avril, et là, on fait la sortie en octobre. Donc, pour donner une idée de la timeline. Avec l'agence en septembre. Et on a terminé avec l'agence en août, quoi. Je dirais, quand ils ont donné un peu les délivrables. Mais bon, on commençait déjà à avancer avec ce qu'on avait pour avancer, parce que la structure de notre site fait aussi qu'on a énormément de pages et voilà. Donc c'est 4 à 6 mois, quoi. Ouais, ok. Je pense que c'est pas... Ça va encore, hein, vu l'ampleur, je m'attendais à plus, en vrai. Ouais, on est une team de fous. Je pense qu'au niveau du développement de tout le branding, là où je pense qu'on a mis la vitesse supérieure, ça a été dans l'implémentation. Ouais. Le changement de produit, etc., ils ont tracé. Ouais, mais après, en sachant que voilà, il y a, on a dit à un moment, il y avait des choix de pourquoi le sortir le 12 octobre. Ouais. Il y avait des choix qui étaient liés. Il y a un moment, il faut bien définir une date pour la presse parce que tu ne vas pas te définir la veille, parce qu'il faut se mettre d'accord avec le journaliste, etc. Il y a une date où on se dit, ok, au niveau de la saisonnalité aussi. De notre côté, nous, à partir de novembre, la saisonnalité commence à diminuer fortement. Et donc, se dire, sortir notre plateforme en novembre, décembre, quand il n'y a personne qui a besoin de nous, enfin, c'est pas à ce moment-là qu'on doit faire du bruit quand les gens ont moins besoin de nous. Donc, il y avait un choix qui était aussi stratégique à ce niveau-là. Et donc, il y a beaucoup de choix qui peuvent sembler anodins, mais qui en fait le sont pas du tout, quoi. Et il faut bien prendre tous ces éléments-là en compte, je pense. Et donc, voilà, le site, il est sorti là maintenant. C'est pas fini. La mise en ligne du site, c'est de nouveau qu'une étape pour atteindre la vision qu'on veut atteindre à long terme. Comme se rapprocher de nos prestataires l'était il y a 5 ans, comme le changement de business model l'était il y a 2 ans, la mise en ligne d'un nouveau branding l'est maintenant. Il y a encore des choses pour aller continuer dans le branding. Et puis il y a encore, maintenant que la vision est beaucoup plus claire et qu'on s'est tous alignés là-dessus, il faut dérouler au niveau com, au niveau marketing, au niveau produit et que tout aille dans cette direction-là, quoi. Donc c'est... je le vois non, mais je le vois sincèrement que comme une étape pour plein d'autres choses, quoi. Okay. C'est pas une fin en soi du tout, quoi. Non, du tout. Et justement, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Sur LinkedIn, votre site web, Facebook, où est-ce qu'on peut les renvoyer pour suivre toutes vos nouveautés? Tous les réseaux sociaux, donc Ring Twice. D'ici là, les noms devraient être changés, ça prend un peu de temps. Le temps que ce soit accepté par Facebook, etc. Mais donc les pages Facebook, Ring Twice, LinkedIn, Twitter, on est sur YouTube. Instagram. Donc tous les réseaux sociaux. Puis il y a notre site web ringtwice.be, okay. Notre application Ring Twice. Ouais. Et il y a nos bureaux, il y a plein de choses qui se passent. Regardez les podcasts de Sortlist et on va essayer lire la presse, on sera partout de toute façon. Trop bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Mais merci à toi.